Mais après le service militaire, j'ai eu, comment dire, 2 ans où j'ai fait de la gravure sur cuivre, j'étais lithographe, fait des tas de métiers. On ne va pas énumérer ça, c'était bon. Puis après, ma foi, c'était très difficile de vivre avec les métiers d'art. Hein. Donc, je me suis cherché un travail d'ingénieur dans le sud de la France. Là, j'ai choisi un peu au hasard. Il y avait une société qui s'appelait la SEPR, qui était à Istres. Et voilà, j'ai atterri là-dedans, comme ingénieur. Et c'est seulement au bout de quelques jours que j'ai réalisé que j'étais dans la société qui mettait au point les propulseurs des missiles balistiques des sous-marins. J'avais pas réalisé, quoi. Donc là, je me suis dit, c'est pas ta place, quoi, c'est pas possible. Alors là, il y a eu des épisodes assez cocasses parce que d'abord, ça m'a permis de voir la facilité avec laquelle les ingénieurs travaillent sur des choses militaires, comme si c'était des choses naturelles. Je veux dire, moi, j'ai tout de suite eu ce sursaut moral. Moment, ce que je fais, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va donner. Mais chez l'ingénieur du coin, il ne se pose pas la question, ça ne lui pose aucun problème. Alors, bon, vous imaginez ces fusées à poudre qui ont une puissance phénoménale, qui font un bruit infernal, ça donne une impression d'être un ingénieur, d'essai, moi ça m'emmerdait, comme c'est pas possible. La première fois que j'ai eu un essai de fusée à poudre à faire, on descendait dans un bunker souterrain, on avait un périscope de sous-marin pour observer ça. Et puis, il y avait le compte à rebours à faire avec un micro, 7, 6, 5, 4, 3, oui, comme si on lançait une fusée à canavéral, quoi. Moi, j'ai avisé un technicien à côté, je dis que ça vous amuse de faire le compte à rebours. Oui, faites-le, ça m'emmerdait. Alors, c'est remonté à la direction générale. Hein. On m'a dit, mais vous n'avez pas fait le compte à rebours? Oh, je dis non, ça l'amusait. Oui, c'était assez marrant. Et ça, c'était mon contact avec le privé, disons. Hein. Et déjà, dans les... Comment dirais-je dans les DVD précédents, j'ai expliqué comment j'avais réussi à échapper à des tirs nourris. Là, c'était pareil. C'est-à-dire que quand j'étais arrivé là-bas, finalement, dans ces sociétés qui travaillaient pour l'armée, les gens ne foutaient pas grand-chose, quoi. Donc, on avait vite réglé son boulot en 1 heure ou 2 le matin. Après, on ne savait pas trop quoi foutre. Alors, les techniciens m'ont expliqué que on avait des tables en bois. Alors, on ouvrait le tiroir. Ça vous permet de lire un rond policier. Et à ce moment, quand quelqu'un rentre, vous faites comme ça avec votre main, vous fermez le tiroir, quoi. Bon. Et puis, le deuxième exercice consistait à avoir un baril de lessive et un élastique. Et avec ça, on tirait sur les mouches et on mettait les mouches dans les barils. Ils avaient des barils pleins de mouches mortes. C'est pas possible. Donc, moi, je m'ennuyais, quoi. Et peut-être qu'à la direction, ils avaient compris que je n'avais pas exactement le profil, quoi. Donc, ils se sont imaginés que dans mes tiroirs, il devait y avoir des choses, des bandes dessinées, des bouquins, etc. Donc, j'ai senti que le bras séculier se préparait, quoi. Donc, j'ai équipé mon bureau avec des trucs de farce et attrape, des diables qui sortaient. Quand j'ai quitté mon bureau le soir, j'ai vu au bout de 20 minutes la lumière qui s'allumait, et alors les types ouvraient, le lendemain, je vois la tête du directeur. Alors ensuite, il y a eu des choses aussi incroyables. On a eu des explosions de fusées. Mais des explosions de fusées qui ont 10 tonnes de poudre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 tonnes. Donc, un corps de fusée de 10 tonnes qui explose. C'est pour ça qu'on les allume en dehors du sous-marin, parce que si ça pète dans le sous-marin, il n'y a plus personne. Hein. Donc, ces fusées explosaient régulièrement. Et le missile de sous-marin nucléaire qu'on étudiait, c'était un propulseur à poudre avec 4 tuyères. Et ces tuyères étaient coudées, et il y avait un vérin qui les faisait tourner, donc ça permettait à la fusée de se piloter en tortillant un petit peu du croupion, quoi. Donc on avait à étudier la rotation de ces tuyères. Hein. Et moi j'étais ingénieur super-héros et il y avait des tas de choses face auxquelles ces gens étaient confrontés. Par exemple, avant qu'on mette ça en marche, le vérin tremblait. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Il y a une instabilité, moi, j'avais appris un peu de cybernétique, j'ai parlé de bacs de blagues, de critères de route. Bon déjà, vous regardez, ils ne comprenaient pas. Bon.
Puis ensuite, quand on fait une tuyère coudée, le gaz, il y a des vortex qui se créent à l'intérieur. Et le monsieur qui avait calculé ces tuyères avait essayé de minimiser les vortex dans le divergent pour le protéger. Mais alors par contre, dans les plans de joint, c'était fantastique. C'est-à-dire que là, il y avait des roulements à billes. En 3 secondes, ils étaient cubiques. Donc autrement dit, on tirait les fusées, on comptait jusqu'à 10 et la tuyère foutait le camp, quoi. Alors moi, j'assiste à un tir comme ça. Après, il y a le débriefing. Tous les ingénieurs sont là autour de la table, tirant une grise mine. Et quelqu'un a-t-il une suggestion à faire? Dis-moi. Ouais. Bah, écoutez, on a fait usiner 20 cols de tuyaux en tungstène. Là, vous en avez déjà pété 4. Moi, je propose qu'on prenne les 16 autres et qu'on en fasse des pieds de lampe, qu'on prenne 3-0. Et ça va faire plaisir. Bah, surtout, je me suis fait écraser le pied par un voisin. J'ai dit, pourquoi tu m'écrases le pied? C'est le directeur qui a calculé la tuyère. Alors, on a pété les 16 tuyères, mais ça coûtait 1 million d'euros à chaque fois, quoi. C'est effrayant, quoi. Jusqu'au bout de leur bêtise. Ah, j'ai des scènes, je me rappelle quand il y avait ces essais, donc la fusée était dans un banc et elle crachait les gaz à 45 degrés, c'était très impressionnant. Ça, on aurait dit un dragon, ça faisait un bruit. Puis alors quand le vérin s'actionnait, ça s'entendait des kilomètres et tout ça. Et alors après, la tuyère foutait le camp, puis après ça s'éteignait. Et alors les pompiers d'Istres arrivaient avec une voiture pompe et un tuyau pour arroser la fusée. Et puis après, le blocos s'ouvrait et sortaient des amiraux avec des dorures, des généraux qui venaient voir la fusée. Et à un moment, le camion de pompiers arrive, les types mettent des tuyaux, il y a un petit pompier qui se met là, et tous les amiraux se pointent pour voir la fusée, et à ce moment-là, il met sa lance à eau en marche, et comme il a les talons sur le tuyau, il tombe assis par terre, il arrose les généraux. Donc c'était du... comment ça s'appelle? C'est Méliès, l'arroseur arrosé, oui. J'avais l'impression d'assister à un film de Méliès. Enfin bon, ça c'est le... Contact avec l'armée alors. Mon premier contact avec l'armée, et bon, ça nécessiterait, peut-être je raconterai dans un livre, parce que c'est assez rigolo, parce que il y a eu plusieurs incidents de fusée très folkloriques. À un moment, on installe une fusée sur un banc avec des roues, carrément des roues de chemin de fer, pour la faire pousser sur un banc dynamométrique, etc., etc. Puis il y a un problème, c'est que la pression à l'intérieur d'une fusée à poudre dépend de la surface de combustion. Et c'est ça qui a d'ailleurs entraîné la perte de la navette Columbia, je crois, c'est ça, qui a explosé. Challenger, non? Challenger aussi. Challenger. Enfin, il y a une navette qui a explosé, et elle a explosé parce que justement, il y avait un plan de collage qui n'était pas bon dans le propulseur à poudre, et à ce moment-là, il y a une prise de feu, la pression a augmenté, bon, tout a pété, quoi. Et il était prévu donc dans ces propulseurs d'essai des systèmes de sécurité qui fassent que si la pression devenait trop forte, il y avait quelque chose qui s'ouvrait, ce qu'on appelle une chapelle. C'est-à-dire qu'à l'avant, il y avait un trou, puis boum, il y avait un diaphragme qui s'ouvrait, la pression devait tomber et ça s'arrêtait. Et un jour, les gens font un essai avec une fusée de ce genre, la pression monte, la chapelle s'ouvre, mais au lieu de s'éteindre, la poussée avant devient plus forte que la poussée arrière. Ce qui fait que la fusée part sur ses roulettes à la vitesse d'un type qui roule à vélo, quoi. En crachant par l'avant et par l'arrière un jet de gaz à 3000 degrés, quoi. Le truc traverse le centre de recherche et va vers le poste de garde. Et le gardien dit le truc s'approche, qu'est-ce que je fais? Gardez votre sang-froid, gardez votre sang-froid. Et finalement, la fusée a pulvérisé le grillage et s'est arrêtée dans un parking. Mais elle aurait été capable de passer au travers d'une voiture, quoi. Alors après, quand on faisait des essais, on l'attachait avec des chaînes et tout ça. Bon, disons que ça, c'est tous les aspects anecdotiques de cette recherche militaire. Et après, j'ai eu la chance de rentrer au CNRS et donc de faire de la MHD. Ça, j'en ai déjà parlé dans un autre DVD avec les vicissitudes que ça peut présenter. Et après, je suis passé à l'Observatoire d'astronomie. Et moi, je me rappelle que dans cet observatoire, eh bien, on commençait à avoir des crédits pour des miroirs avec une collaboration avec les militaires. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce que viennent foutre les astronomes avec les militaires? Normal, les satellites d'observation et la guerre des étoiles. Pour focaliser. C'était l'époque en plus. Mais exactement, ça commençait. Donc à ce moment-là, c'était Guy Monet, qui était mon directeur à l'époque, qui me disait, oui, qu'est-ce que tu veux? Il
il y a des sous qui viennent. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'astronomie, on pourrait dire, a fait tellement de progrès. Hein. Regardez l'optique adaptative, par exemple. Hein. L'optique adaptative. L'optique adaptative. L'optique adaptative. Ben, voilà, c'est très intéressant parce que vous avez des yeux qui sont optiques adaptatives. C'est-à-dire qu'à Kristalla, c'est quelque chose de très compliqué, avec des tas de muscles partout. Hein. Et justement, quand vous vieillissez, les muscles ne marchent plus. Donc vous vous retrouvez avec votre système optique inerte. Et à ce moment-là, vous avez des conneries. C'est pas tellement que la machine vieillit, c'est qu'elle n'est plus active. Et en fait, quand vous observez une scène, eh bien, les muscles du cristallin déforment celui-ci jusqu'à ce que ce soit le plus net possible. Vous avez une intelligence de la rétine, tout ça c'est programmé derrière pour améliorer l'image. Bon bah avec l'astronomie on a fait pareil, c'est-à-dire que les miroirs sont actifs et derrière il y a des petits vérins piézoélectriques qui les déplacent de quantité infinitésimale et qui leur permet d'améliorer. Alors ça permet d'améliorer la qualité des images pour les télescopes pris du sol, mais ça permet aussi d'améliorer les images pris de satellites pour observer le sol. Donc l'astronomie moderne, qui avait tellement de progrès, elle a trouvé son financement dans l'astronomie satellitaire pour l'observation des militaires. Ce qui est une bonne chose. Alors la science, l'armée fait souvent avancer la science. On a l'exemple du radar, par exemple. Il y a plein de découvertes qui ont été permises par la guerre, non ? Ouais, oui, on peut le voir comme ça, c'est sûr. Hein, mais justement, les dernières aspects auxquels j'étais confronté n'étaient pas spécialement sympathiques. Je ne peux pas dire que j'ai toujours une vision idyllique de la science. Hein. C'est vrai que quand on écoute, par exemple, André Braic ou les frères Bogdanov parler de la science, ils en parlent comme une chose fantastique qui va résoudre tous les problèmes des êtres humains. Moi, j'ai une optique plus réservée par rapport à ça. Hein. Et effectivement, on aurait tendance à se dire, est-ce que beaucoup de problèmes de l'humanité ne pourraient pas être traités par des avancées scientifiques majeures. Hein. Alors, vous avez l'exemple de la biologie. On fait des OGM. Est-ce que, en faisant ça, c'est réellement un progrès? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec la nature, un peu comme des apprentis sorciers? On a fait un moratoire pendant un certain temps, puis ça n'a pas trop... Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet parce que c'est vraiment trop vaste, mais enfin, moi je crois qu'on aurait mieux fait de laisser la nature tranquille que de s'occuper de ces choses-là. Quoi. Alors, sur l'exemple du radar, par exemple, on sait qu'il a été développé pour la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et on sait les applications civiles. Bien sûr, c'est exact. Considérables, c'est ça. Bien sûr, c'est vrai que le radar a été développé pour détecter les avions ennemis. Et puis maintenant, un avion sans radar, c'est un avion aveugle, hein, y compris avec un radar météorologique qui lui permet de... Oui, bon, il y a des aspects de ce genre. Hein. Mais, parce que la guerre, finalement, accélère le progrès scientifique. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Regardez par exemple l'aviation. Hein, avant la guerre de 14, on a des trapanels, on a des appareils construits par des passionnés qui dépensent leur fortune pour faire ça. Puis ça ne progresse pas tellement. Tout d'un coup arrive la guerre de 14-18. Donc on a l'impression que tout d'un coup l'argent arrive et n'importe quoi est possible. Les progrès de l'aéronautique sont hallucinants en quelques décennies, quoi. Dans un DVD précédent, j'avais abordé le problème d'ITER. Hein. Et là, je peux donner des informations supplémentaires, c'est-à-dire que j'ai appris que c'était ouvert ce qu'on appelle une enquête publique. ITER, on m'a dit, alors ITER c'est Cadarache, et puis autour il y a Mirabeau, il y a Saint-Paul-les-Durance, il y a un certain nombre de municipalités comme ça qui sont concernées. Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il y avait des documents constituant une enquête publique qui était accessible dans ces municipalités, à certaines heures. Alors je suis arrivé là-bas, et effectivement, là c'est carrément 3, 4, 5 000 pages. Il y a des paquets de documents de ce genre. Bon, il y a des tas de choses, il y a des tas de documents qui sont un peu dénués d'intérêt sur le plan scientifique. Hein. Je veux dire, le tracé des routes qui permet d'accéder, de faire ceci, cela, l'évacuation des eaux usées, etc. Bon, Vous avez lu les 5000 documents? Non, mais je me suis intéressé surtout à ceux qui étaient en rapport avec la sécurité. Ouais. Comment on appelle ça? La sûreté. On appelle pas la sécurité, la sûreté, l'autorité de sûreté nucléaire. Bon. Puis surtout, ce qui est une chose qui m'a étonné, c'est que s'agissant de la description technique de l'outil, il y a 3 pages.
C'est-à-dire que, visiblement, dans cette enquête technique, dans cette enquête publique, par exemple, ITER Organisation, avec un Z, parce que c'est international, Organization, ITER ne considère pas comme utile de soumettre le contenu des travaux qui vont être faits aux gens qui vont consulter les documents. Alors effectivement, après, des gens ont rigolé en disant « mais c'est comme ça, une enquête publique, il n'y a rien, quoi ». Alors, moi, je suis allé là-bas, et il y a un beau cahier, dans lequel on peut écrire ce qu'on veut, et il y a un ingénieur de cadrage qui est venu, qui devait s'occuper de superconducteurs, et il a écrit je suis pour ITER car ça représente l'avenir de l'humanité. Puis il est parti, très bien, c'est vrai. Hein, voilà, c'est ça. Beau témoignage. Bon. Alors moi, j'étais plus pointu, quoi, et j'ai parlé au commissaire qui m'a reçu je crois que j'avais déjà parlé de ça la dernière fois, des structures tritigènes avec le lithium, le plomb et tout ça. Et finalement, j'étais un peu étonné que ce truc-là existe. Et on a téléchargé ça à partir de l'ordinateur de la mairie. Donc c'était mis dans le dossier. Puis moi, j'ai demandé à être entendu par des scientifiques du projet. Et puis, il y a quelques jours, des représentants d'associations locales, écologistes, très traditionnels, quoi, venaient pour déposer quelques dizaines ou centaines de signatures pour une pétition. Ça, je vous assure que quand vous arrivez avec ces centaines de pétitions, les gens d'ITER se marrent en disant « vous pouvez toujours essayer, on s'en fout éperdument, quoi ». Donc j'ai accompagné ces gens-là. Et cette fois-ci, on a été reçu par un ancien commandant en seconde sous-marin nucléaire. Et je savais déjà ça par un lecteur de mon site qui m'avait envoyé un mail là-dessus en disant « Votre demande d'être entendu par des scientifiques du projet ITER est complètement surréaliste. Non, ça n'aboutira pas. » Donc j'ai posé la question et ce monsieur m'a dit oui, si vous voulez mon sentiment, il y a peu de chances que vous soyez entendu par qui que ce soit, quoi. C'est vrai que sur le moment, j'ai pas réagi. Et ça, je voudrais le faire parce que au moins les gens qui regardent ce DVD, ils seront avertis, quoi. Hein. Alors ce bonhomme, je ne veux pas citer son nom, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il nous a expliqué qu'il était payé 38 € de l'heure pour faire de la permanence, quoi. C'est pas mal pour se tourner les pouces. En plus, on lui payait son défraiement de voyage. Il estimait d'ailleurs qu'il était peu payé, parce que je ne sais pas pourquoi, sans doute que suite à sa carrière, il avait eu des émoluments bien plus importants, quoi. Mais la démarche des associatifs a fait que cette enquête, qui devait se terminer le 20 juillet, a été prolongée jusqu'au 5 août. Alors, je ne sais pas si vous voyez, une enquête publique, 15 juin, 20 juillet, en pleine vacances. Et ensuite, 15 juin, 5 août, c'est pas mal. Personne, tout le monde a foutu le camp. C'est fait exprès, quoi. On ne fait pas ça au mois de novembre. Hein, bon. Et suite à ça, quand ces gens-là auront collationné toutes les remarques que les gens leur ont fait, ils auront un mois pour faire une conclusion. Et cette conclusion, juridiquement, elle ne peut se formuler que de 3 façons. Soit alors, nous désapprouvons le projet ITER, soit alors nous l'approuvons sans réserve, soit alors nous l'approuvons avec réserve. Avec réserve, et c'est comme ça que ça va se passer. Je veux dire que les conclusions seront formulées avec des réserves qui sont négociables. C'est-à-dire que ces réserves ces lièvres sont soulevés de telle manière qu'on puisse vite leur faire regagner leur terrier, quoi. Par exemple, si on essaye d'attaquer ITER sur le plan de la sismicité, parce que c'est près d'une faille, etc., là, le combat est perdu d'avance. Et ils ont prévu de faire une fosse très profonde, à l'intérieur de laquelle il y a une alternance de couches dures et de couches minces, une espèce de millefeuille. Et ça, c'est épatant pour résister au séisme. Ça a été découvert il y a des milliers d'années, puisque c'est là-dessus que sont construites les pyramides. Hein, les pyramides de Khéops, égyptiennes, de Gizeh, sont construites sur un plateau où il y a une alternance de couches de calcaire et de marne. Et ça résiste très bien au séisme. La preuve, c'est que les pyramides sont toujours là, alors qu'il y a plusieurs fois où il y a eu des séismes qui ont complètement détruit le Caire qui est à côté.
Et il y a eu aussi des exemples d'une ville sud-américaine où une partie était sur du sandwich et l'autre pas, et quand il y a eu un séisme, la partie sandwich a magnifiquement résisté. Donc là, grâce à cette construction-là... Il l'avait fait exprès, les Égyptiens, à l'époque? Ils Oh, avaient oui. déjà compris ça? Absolument. Ils ne sont pas idiots. Si vous saviez, Aussi il y a 4000 ans, quand même. si vous saviez ce qu'ils savaient faire, bon, autre DVD. Oui, oui, bah, justement. Absolument. Sinon, on ne s'en sort plus. Bon. Ouais. Alors, donc, ITER sera construit sur ce truc antisismique et avec ce système-là, le système pourra encaisser des séismes de force 9. Hein, force 9, c'est... Jamais, quoi. Oui, alors, si les gens disent, vous vous rendez compte, et l'aspect sismique, les types diront, écoutez, en France, il n'y a jamais eu un séisme supérieur à force 7. Hein. Bon, force 9, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, là, c'est pas le bon terrain. Donc, c'est là-dessus qu'on soulèvera des objections, et là-dessus qu'on répondra. Mais pas les miennes. Parce que moi, j'ai des objections beaucoup plus emmerdantes à sortir. Et je peux d'ailleurs les formuler, en formuler quelques-unes, voilà. Parce que j'ai eu des discussions avec un responsable qui est lié étroitement au projet ITER, discussion officieuse. Et donc, ça m'a permis de poser des questions. Et première objection, par exemple. Alors, ITER est né de deux résultats. Le premier, c'est l'obtention de réaction de fusion sur la machine jet anglaise. Et le second, c'est quelques résultats expérimentaux intéressants obtenus à partir du torsupra français. Le torsupra français avait un aimant supraconducteur, donc on pourrait dire que l'acquis des Français, c'est de montrer qu'on peut arriver à magnétiser un volume assez important pendant 6 minutes, encore. Hein. Et puis aussi, on a fait un plasma qui n'était pas aussi chaud que le plasma de fusion, mais pendant 2 minutes. Donc par rapport aux expériences anglaises qui durent 1 seconde, là c'est des choses qui sont sur la durée. Donc les Anglais c'est forte température et fusion, les Français c'est des choses avec la durée. Maintenant, quand on prend ces expériences-là, par exemple dans le cas des Français, je crois que c'est aussi le cas en Angleterre, leurs vêtements utilisés c'était du carbone. Le carbone, ça paraissait être un bon candidat parce que ça se sublime à 2500 degrés. C'est quand même une température assez élevée. Mais ces essais qui ont quand même duré 15 ans ont amené à l'abandon du carbone. Pourquoi? Parce que le carbone s'abrase et ensuite c'est une éponge à hydrogène. Et dans l'hydrogène, il y a du tritium. Et le tritium est radioactif, avec une période de 12 et quelques... Voilà, donc à ce moment-là, abandon du carbone. Donc autrement dit, il y a des essais, mais on ne peut pas en foutre grand-chose, quoi. On ne peut pas dire, nous avons une expérience sur les revêtements et on va prolonger ça. Non, on choisit un autre revêtement. On choisit le beryllium et le tungstène. Et le pire, c'est le tungstène. Le tungstène, ça résiste à 3000 degrés, c'est le filament des lampes électriques, mais lorsqu'on aura fusion sur la durée, il y aura arrachement des atomes de tungstène qui vont s'ioniser et qui vont entraîner un refroidissement radiatif très intense. Et là, je suis en train de rédiger un texte parce que au départ, on avait pensé une lettre ouverte, mais je crois que je vais faire un article là-dessus. Et puis, enfin, ça sera publié, ou j'en sais rien. Mais question, pouvez-vous nous garantir que le système de dépollution qu'on appelle le diverteur, qui est en bas de la chambre, arrivera à dépolluer le plasma en continu des atomes de tungstène avant que les réactions de fusion ne s'arrêtent? Réponse, seule l'expérience le montrera. Alors, le corollaire, c'est que si ça s'éteint, c'est que la formule n'est pas bonne, parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Donc voilà, une question comme ça. Ensuite, par exemple, il y a un prix Nobel japonais, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, qui lui, dit, je suis très sceptique sur le fait que les matériaux arrivent à résister à des neutrons de 14 mégaélectronvolts, 14 MeV. C'est 7 fois supérieur à l'énergie des neutrons de fusion. Bon, question aux spécialistes, pensez-vous que votre paroi en beryllium arrivera à résister au flux de neutrons à 14 MeV? Réponse, seule l'expérience le montrera. Ensuite, question, pensez-vous que la couverture tritigène fonctionnera convenablement? Vous avez comme ça un tas d'expériences, et s'il y a un chaînon qui ne marche pas, la formule ne marche plus. Donc, c'est pour ça peut-être que je ne suis pas entendu. Parce que si j'avais été entendu, et on en avait parlé, je vous aurais appelé en disant « venez, filmez, diffusez ». Parce que c'est comme ça que ça serait passé. J'aurais eu les gens d'ITER en face, je leur ai dit, j'aurais posé la question, est-ce que vous pensez que... le type, soit il répond, seule l'expérience le dira, mais ce que m'a dit ce brave commandant en seconde sous-marin, c'est que mais ITER, c'est un outil de recherche et développement. C'est pas garanti, quoi. C'est qu'il se passe avec ITER ce qui s'était passé avec le nucléaire, c'est-à-dire que l'État avance
tout seul comme un bulldozer, et puis après on voit bien ce qui est arrivé. Encore que le nucléaire, ça marchait. Là, apparemment, ça ne marchera même pas. Alors, attendez, il y a aussi une chose avec le nucléaire, c'est que le nucléaire français a suivi le nucléaire américain. Donc, quand on a fait des bombes, on savait que ça exploserait puisque ça avait déjà été vu aux États-Unis. Et quand on a fait le réacteur, c'est pareil. Alors que là, avec ITER, on est dans le bleu complet. Ouais. On est dans le bleu complet. Une autre question, les plasmas sont notoirement instables. Ils ont des modes d'instabilité divers et variés, à toutes les fréquences, toutes les périodes, toutes les formes. Comme je l'avais sans doute déjà dit dans le DVD, le mot employé par les spécialistes, confiné à un plasma de fusion, c'est comme essayer de saucissonner une chambre à air mal gonflée avec des élastiques. Ouais. Ça fait des bouts. Et alors, même ça apparaît dans la presse. Et à ce moment-là, lorsque dans ce plasma, il y a une excursion quelque part, ben, ça va abraser la paroi, quoi. Il y a aussi un autre argument qui avait été avancé par Raymond Senet, qui est un ancien professeur au Collège de France, qui dit, bon, bah, dans ITER, les particules avancent en spirale, elles suivent des hélices. Et en faisant ça, elles rayonnent avec un rayonnement qui s'appelle le rayonnement synchrotron. Et lui, il dit, peut-être qu'il a calculé, il a des données là-dessus, ce rayonnement crée une photoabrasion. La paroi est terriblement agressée de cette façon-là. Et je crois me souvenir que, sans garantie, que ça entraînerait un taux de remplacement de la paroi interne de 20% par an. C'est-à-dire que tous les 5 ans, il y a un deuxième ITER. Donc l'accroissement. Donc à ce moment-là, question aux gens d'ITER, avez-vous évalué la vitesse à laquelle se dégrade la paroi intérieure sous l'effet de rayonnement synchrotron? Et la réponse encore, seule l'expérience montrera. Voilà, vous avez 5, 6, 7 questions comme ça. À ce moment-là, vous vous dites, mais dans quel monde est-ce que je suis? En fait, ITER, c'est donnez-nous 15 milliards d'euros, autant de temps que nous voulons, mais c'est nous qui gérons. Est-ce que ça, c'est fait pour être mis en place quand, en tout cas, quand est-ce qu'on aura les réponses à ces questions? Alors, l'enquête, disons que l'enquête publique, qui est une clownerie, se termine le 5 août. Après, les commissaires ont un mois pour donner leurs conclusions. Ils vont évidemment donner une conclusion sous réserve, et puis etc. Après, l'autorité de sûreté nucléaire va être saisie, qui va aussi fournir un rapport positif en disant que toutes les précautions ont été prises. C'est sûr qu'on on fera ça dans les meilleures conditions de sécurité. Puis après, le projet sera déclaré d'autorité publique, d'intérêt public. Ça deviendra un projet d'intérêt public. Et à ce moment-là, l'argent coulera à flot. Il n'y a plus rien qui arrêtera ça. Voilà. Donc, pour réagir, on a encore jusqu'à quand? Moi, je ne sais pas si c'est un mot qui a encore un sens. Réagir comment? D'abord, pour réagir, il faudrait réagir massivement. Or, quand vous arrivez avec quelques dizaines ou centaines de signatures, ça n'a aucun sens. Bon. Le politique peut toujours réagir s'il y a un changement, par exemple politique, et que le nouveau... Vous savez, les décisions du lancement d'ITER, je crois que ça correspond à un vote des 7 pays concernés de 2005. Ah, il y a 7 pays concernés? Oui. Ah, en Europe, non. L'Union européenne, il y a 7 pays. D'accord. Puis après, il y a aussi le Japon, je ne sais plus combien ils sont, mais enfin bon, il y a l'Union européenne. Quel est le poids de la France là-dedans? Je crois que c'est 20%, c'est important. Ouais. Mais on ne peut pas décider seul, en l'occurrence. Non, on ne peut pas décider seul. Donc à ce moment-là, le Parlement européen a envoyé, il y a un mois ou deux, 14 parlementaires pour entendre les gens d'ITER, qui leur ont évidemment joué du violon en leur parlant du soleil en éprouvette et de l'énergie illimitée. Et ils sont revenus. Et sur les 14, d'après ce que j'ai entendu, il y en avait 12 qui étaient pour et 2 qui étaient contre. Donc là, c'est pas uniquement une erreur, selon vous, de la France, c'est une erreur de tous ces pays en même temps. Comment vous expliquez ça? J'explique ça parce que les décisions en la matière sont prises par des gens qui n'y connaissent strictement rien. Regardez par exemple, j'ai écouté récemment 2 vidéos de Alain Madelin, ancien ministre de la Recherche, et de Bergogneau, ancien directeur de l'EDF. Bon, et je crois qu'ils étaient entendus par le Sénat, c'était filmé, vous pouvez trouver ces vidéos facilement, et ces gens-là venaient au secours du nucléaire, quoi, comme s'il n'y avait strictement aucune autre solution. Et par 2 fois, on les entend dire le solaire, c'est-à-dire le photovoltaïque. Vous vous rendez compte? Ils ne savent même pas que le solaire thermique existe, ils ne le savent pas. Madelin, je l'ai rencontré il y a 25 ans. Je peux même vous faire une petite parenthèse pour vous raconter cette rencontre, parce que ça vaut ça, son pesant de nougat. À l'époque, j'étais pionnier en micro-informatique.
C'est vrai que quand on avait trouvé les Apple II, on s'amusait comme des fous, on les connaissait par cœur, on faisait n'importe quoi. Donc moi, j'ai construit un logiciel de conception assistée par ordinateur. C'est le premier au monde qui marchait là-dessus. J'étais complètement en pointe. Et c'est même parti d'une discussion avec un chercheur au CNRS qui travaillait sur les mouches. Et lui, il se demandait comment une mouche voyait. Hein. Et moi, j'ai dit qu'on pouvait reconstituer la vision de la mouche avec un ordinateur. Alors, effectivement, vous connaissez les objectifs photographiques, vous pouvez changer la focale. Donc, vous changez votre zoom, hop. Puis alors, vous avez un appareil, au moment où l'ouverture est de 180 degrés, c'est le fisheye, une espèce de gros objectif comme ça, qui permet de voir sur les côtés. Alors moi, j'ai inventé un objectif qui était le fly's eyes, qui permet de voir ce qu'on a derrière la tête. Alors, quand vous voyez... Parce que les mouches voient derrière. Comme elles ont un œil sphérique, elles sont censées voir tous les côtés, quoi. Donc je me suis dit, on va faire un truc comme ça. Donc à ce moment-là, sur l'écran, quand vous êtes en fisheye, vous avez une frontière circulaire. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve à 180 degrés est complètement écrasé sur les côtés. Mais à ce moment-là, si vous imaginez que vous voyez derrière votre tête, vous avez un deuxième cercle, et ce cercle représente le point occipital. C'est-à-dire le point qui se trouve diamétralement opposé derrière vous. Donc à ce moment-là, vous avez une espèce de vision bizarre. On pourrait faire un jeu vidéo formidable. D'ailleurs, on pourrait imaginer une bataille aérienne avec des gens qui pourraient voir à la fois devant et derrière. C'est quand vous avez un truc comme ça, que vous faites des images de synthèse, si vous roulez sur une route et que vous voyez un poteau d'imitation de vitesse, par exemple 100 à l'heure, eh bien, quand il arrive en fisheye, vous voyez sur le côté, et après, vous le voyez à l'arrière. Il s'inverse, vous voyez ce qu'il y a derrière. Bon. Donc ça m'a amusé. Puis après, j'ai réinventé tout ce qu'on peut faire avec la CAO, construire des stations spatiales, des fusées, des maisons, des temples grecs. Enfin, je m'amusais comme un petit fou. Et j'ai quand même vendu 1500 exemplaires de ce logiciel, pas cher. Bon, enfin, les gens étaient ravis. Et je suis passé à TF1 avec ça. Et pourquoi je suis passé à TF1 Parce que j'étais directeur d'un espèce de petit centre de micro-informatique à la fac de lettres. Oui, suite à mon accident de travail, comme j'avais du mal à me rendre à Marseille en voiture, donc j'ai travaillé à côté de chez moi à la fac de lettres. Donc j'étais prof en philo. Je crois que j'ai raconté déjà un petit peu ça. Et à ce moment-là, sont arrivés les premiers micro-ordinateurs. Et à ce moment-là, on a fait n'importe quoi. On avait même fait un programme de jeu d'échecs avec mes étudiants. Non, ça marchait comme un club d'informatique et extrêmement vivant. Et avec ça, on pouvait faire des dessins avec élimination des parties cachées. Hein. Alors maintenant, évidemment, quand on voit la CAO, enfin quand on voit l'imagerie actuelle, mais c'est de la folie par rapport à ce que c'était dans les années 70. Quoi. Dans les années 70, je me rappelle d'une publicité pour Arthur Martin où on voyait une image fil de fer d'une machine à laver. C'était déjà extraordinaire. Alors si on enlevait les parties cachées, mon Dieu, il y avait des heures de calcul. Et alors après, il y avait par exemple une image qui était montrée où on voyait un échiquier vu à travers un verre avec le reflet. Il avait fallu 3 jours de calcul pour calculer ça. Alors que ça, maintenant, n'importe quelle brouette vous le fait, quoi. Il faut voir une chose, on est passé de 2 MHz. Les calculateurs maintenant civils, les calculateurs du commerce, ont des vitesses qui font 1000 fois plus importantes. Puis des capacités de gestion, c'est pas 48K qu'on a comme mémoire centrale. Maintenant, c'est énorme, quoi. Donc là-dedans, avec ça, on avait des pages écran de 8K. Vous vous rendez compte, parce qu'il y avait 8K. Et là-dedans, c'est une petite matrice de 200 points par 300 points. Et moi, j'avais fabriqué un petit village avec un clocher, des fenêtres. Alors on pouvait regarder dans un garage et voir à travers la porte du garage et derrière par la fenêtre ce qu'on voit. Ah, on voyait. Et ça, c'est très amusant à faire et assez astucieux. Alors en plus, il fallait peut-être 10 minutes pour faire chaque image, quoi. Et un jour est apparu un accessoire d'Apple qui était une carte extension mémoire qui permettait de stocker non pas 48K mais 512. Hein. Alors à ce moment-là, on pouvait stocker des paquets d'images. Donc en calculant les images sur les floppy disks, des disques qui étaient grands comme ça, qui faisaient 8K, et en les faisant manger à la machine, on pouvait les stocker. À ce moment-là, la souris n'était pas inventée à l'époque, c'était les paddles, c'était des boutons. Et alors en tournant le bouton, on pouvait faire défiler les images à l'écran
Et moi, j'avais fait une scène où on tournait autour du village, un peu comme un avion, comme ça, on faisait le tour avec la molette. Bon. Et à ce moment-là, quelqu'un qui avait entendu parler de ça m'a fait passer à la télévision avec ce truc-là. Et à ce moment-là, les gens ont écrit à la télévision, mais comment est-ce qu'il fait pour faire calculer un appel aussi vite? Bah rien, j'étais en train d'inventer le CD-ROM, quoi. Parce que je m'étais dit à un moment, c'est pas mal, parce que ce truc-là, ça devrait permettre de stocker numériquement des images et de pouvoir montrer un film. Je pensais à des vibrations de molécules, des choses comme ça. Bon. C'est comme ça que Madelin vous a contacté? Oui, bah, Madelin, il m'a pas contacté, il a décidé de faire une sorte de réunion sur la micro-informatique. Donc, comme j'étais un des pionniers dans le domaine, je me suis trouvé dans ce tour de table, on était une douzaine. Puis moi, j'avais carrément amené une machine et je lui ai montré ce qu'on faisait avec. Alors, j'étais parfaitement conscient. À l'époque, il y avait déjà des logiciels de CAO qui tournaient sur des grosses machines. Mais ça valait une fortune, le manuel était épais comme ça. Puis c'est des trucs de professionnels pour faire de l'architecture, de l'industrie. Là, c'était la CAO... à la portée de n'importe qui. Et en plus, ça avait un avantage, c'est que c'était extrêmement vivant. Avec ça, par exemple, n'importe quel gamin pouvait une journée construire une station spatiale et tourner autour, quoi. Il y avait un côté créativité, on pouvait faire des objets, jouer avec, c'était formidable. J'avais à un moment essayé de présenter ça à la Villette. Vous savez, les anecdotes rigolotes, je ne suis pas à court. Hein. Et là, je viens avec mon logiciel de CAO pour leur montrer ce truc-là. Et les types m'écoutent. Il y avait un responsable de l'informatique à la Villette. Et il me dit, comment allez-vous assurer la maintenance d'un tel logiciel? C'est-à-dire qu'il était encore à l'époque où on avait des ordinateurs avec des cartes perforées. Et quand ça ne marchait pas, on faisait venir le type d'IBM qui auscultait le truc. Je sais pas, mais cette phrase-là, de nos jours, c'est ridicule, quoi, c'est tout. En plus, c'était un logiciel source. Les gens pouvaient me mettre les mains dedans, ils pouvaient faire n'importe quoi. C'est ça qui était amusant, quoi. Et j'avais même proposé une chose. Oh mon Dieu. Donc, avec l'Apple, on pouvait présenter 2 pages écran, hein, de 8K. Et en plus, il y avait une possibilité de commuter ces pages écran en 1/10 de seconde. Pour les gens qui connaissent ça dans cette histoire-là, c'était les instructions qui s'appelaient PIC époque. Hein. Et quand on faisait PIC époque suivi d'un chiffre, ça changeait, c'est des instructions en langage machine, extrêmement rapides. Alors à ce moment-là, l'idée qui m'est venue, c'est de prendre des images œil droit et œil gauche pour voir en relief. Maintenant, ça commence à exister. Moi, je faisais ça en 78, vous voyez. Bon. Alors, à ce moment-là, vous imaginez que vous avez les images œil droit et œil gauche. Alors, à la fac de lettres, on avait utilisé un casque de moto sur lequel était monté un moteur d'électrophone qui faisait tourner devant les yeux des disques qui cachaient alternativement l'œil droit et l'œil gauche. Et ça envoyait un signal de 5 volts à l'Apple qui permutait les images écran. Ce qui fait qu'on voyait en relief. On avait appelé ça la stéréocyclette, c'est ça. Et ça faisait du bruit, ce qui fait qu'un jour, un type disait « D'accord, on voit en relief, mais on va devenir sourd avec un truc comme ça. » Bon. Mais là, l'idée que j'avais présentée à la Villette était plus simple, mais même de nos jours, ça marcherait encore, ce serait intéressant. Vous avez donc un ordinateur qui peut vous donner 2 images. À l'époque, ça existait déjà, il y avait des bras de saisie qui étaient un peu comme des fraises de dentiste. Vous voyez, quand vous déplacez une fraise de dentiste comme ça, bon ben là, vous avez un objet, et puis vous déplacez votre fraise de dentiste, et à ce moment-là, l'ordinateur saisit le XYZ de la pointe. Bon. Alors à ce moment-là, en ayant ce bras de saisie robotique qui existait déjà, coûtait pas très cher d'ailleurs, on envoie ça à l'Apple et il fabrique 2 images telles que c'est vu par l'œil droit et telles que c'est vu par l'œil gauche. Et à ce moment-là, vous regardez dans un système optique avec 2 miroirs à 45 degrés semi-transparents. Vous vous rappelez quand on regardait dans ces trucs pour voir en relief, là, ces espèces de boîtes en bois qu'on avait en 1900, hein, bon, pour les photos en relief. Bon ben là, vous regardez dans un truc comme ça, et alors, dans la transparence, vous voyez votre main avec le stylet, et dans la réflexion, vous avez 2 petits points verts, et vous les voyez dans l'espace au bout de la pointe. Ce qui fait que vous avez votre stylo, et quand vous le déplacez, vous avez une pointe lumineuse qui reste accrochée au bout. Et l'idée que j'avais, moi, c'était de mettre un bouton sur le stylo
qui fait que quand on appuie, l'encre sort et elle reste dans l'espace. Moi, je me suis dit, j'aimerais dessiner dans l'espace, quoi. Puis en plus, c'est pas seulement dessiner dans l'espace, c'est faire de la CAO dans l'espace. Vous imaginez, avec un truc comme ça, au lieu d'avoir des objets sur un plan, mais vous allez les prendre. Vous savez, c'est très facile, un truc comme ça. Quand vous dites que vous voulez prendre un objet, ça veut dire que vous approchez non pas votre souris, parce que là, ça devient à ce moment-là votre bras de saisie. Et il est à l'intérieur d'une petite sphère, et quand il est dans la sphère, il entraîne l'objet, quoi. Donc on aurait pu manipuler. C'est ce qu'on a vu dans Minority Report de Spielberg. Dans les années 70, c'est normal. Je sais dessiner, et je suis ingénieur, et je connais bien les maths et tout ça. Donc je savais tout faire. Mais sauf que ça, c'est encore de la science-fiction en 2005. Oui, c'est ce que me disait un copain. Ton drame, c'est que tu as toujours 30 ans d'avance, quoi. C'est vrai que c'est assez emmerdant d'être en avance sur son temps. Donc là. Et vous m'avez pas fini sur Madeleine. Non, mais là, simplement, j'ai proposé ça à la Villette en disant voilà, on pourrait construire ce truc-là. Puis même, j'avais dit aux gens, vous mettez une salle avec 5-6 Apple II. Et puis, il y a un distributeur automatique, les gens, ils mettent une pièce de 5 francs, ils ont une disquette avec le logiciel, avec ça, ils fabriquent des trucs. Et puis, au bout, vous mettez une table traçante qui, elle, coûtait plus cher à l'époque. Donc, vous avez un assistant qui fait des belles images imprimées de la navette spatiale qu'un type a inventée, parce qu'on pouvait fabriquer des objets formidables. Et puis, ma foi, vous faites un concours et tous les mois, vous prenez le meilleur projet et vous le récompensez avec un Apple II. Par exemple, ça, c'est bon. Complètement passé à l'as, vraiment. Et comme disaient de mes copains, ton drame, c'est que t'es pas assez cher. Donc là, vous voyez, ce genre de choses-là, j'ai présenté ça à Madeleine, il a rien compris. À la fin, il s'est mis à parler, et c'est vrai qu'à l'époque, maintenant j'oserais lui dire une chose pareille, mais ce que j'ai pensé, j'ai dit, mais enfin, ce type-là est ministre de l'Industrie, il est en train de nous parler comme il parle aux téléspectateurs de TF1. Alors qu'il est face à des pionniers de la micro-informatique. C'est du blabla, ce truc, c'est du vide complet. Mais c'est normal, ce type-là. Qu'est-ce qu'il avait dit pour... je sais pas, je salue ici, j'espère que... c'est le blablatron. Si vous allez sur mon site, vous avez des adresses qui vous branchent sur des générateurs de discours pour ne rien dire. Et c'est exactement, vous prenez ça, vous appuyez sur le bouton, vous avez le discours de Madeleine. On peut vous en fabriquer autant que vous voulez. Bon. Donc là, il a parlé... Et puis après, il est parti. Moi, je suis resté avec ma machine, avec son secrétaire de cabinet, là. Je lui ai dit, c'est le bide, hein, franchement. Il m'a dit, oui, quelquefois ça arrive, le message ne passe pas. Non, il n'avait pas passé du tout. Voilà, donc je veux dire que si j'avais été face à Madeleine, comme vous aviez envie de le faire, je lui aurais rappelé ce petit souvenir. Parce que c'est ça, maintenant, ministre de l'Industrie, voilà, à quoi ça sert? Vous savez, il y a un truc extraordinaire. Il y a un type qui a été ministre de l'Industrie, c'est Curien, il est mort maintenant. Après, on aura à en parler. C'est de Sillard, qui est ingénieur militaire et qui a dirigé la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Et un jour, j'ai eu Sillard au téléphone qui m'a eu cette phrase merveilleuse que je vous ressors. En parlant de Curien, il a dit il a réussi cette performance de ne jamais prendre la moindre décision pendant toute sa carrière. Voilà. Mais vous savez, on arrive à être ministre de l'Industrie et de tas de choses et de la recherche sans prendre la moindre décision, quoi. Alors, moi j'ai une question sur les armes climatologiques, je ne sais pas comment on peut les appeler. Ah, ouais. Est-ce que, par exemple, il est vrai qu'au Vietnam, il y a eu une des premières expériences des Américains qui ont balancé des trucs sur les nuages pour que ça pleuve et que les pistes soient inondées et que le Viet Cong soit comme ça? Bah, vous avez une vidéo là-dessus qui est très parlante, hein, où il y a un Américain qui témoigne qu'il a été très impliqué là-dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour ce type d'armes climatologiques, il faut simplement avoir une très bonne connaissance de la météo, c'est tout. C'est-à-dire que les gens, ils se baladent avec des charges d'iodure d'argent, je crois, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est quelque chose. C'est ça, et il les largue, il faut les larguer aux bons endroits. Alors ça, c'était il y a déjà 50 ans. Mais voilà. Et alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que... Bah, depuis, on sait très bien faire, quoi, il n'y a pas de problème. Mais regardez, par exemple, vous apprenez une chose, c'est qu'il pleut jamais le jour du défilé de la Place Rouge, le 1er mai. Ouais. Ah oui, c'est traditionnel, il fait toujours beau. Pourquoi? Mais parce que vous avez même vu des photos dans Internet des avions russes équipés qui font la pluie et le beau temps, c'est le cas de le dire. Hein, et vraiment, le 1er mai, il faut qu'il fasse beau, point à la ligne. Voilà, ils savent faire ça depuis 50 ans. Il a jamais neigé le 1er mai aussi, quoi. Pas aussi. D'accord, mais alors ça, c'est relativement bénin, je dirais. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu des guerres ou est-ce qu'il y a eu des applications militaires
concrètes? Bah, justement, on en est à parler effectivement sciences et arts, mais là, on est aussi pas mal dans le sujet. Ah bah oui. Ah, c'est sûr. C'est que de nos jours, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est d'attaquer un pays en faisant croire que c'est un phénomène naturel. C'est magnifique, ça. C'est-à-dire qu'on détruit quelque chose, des gens, des vies humaines, et on fait croire que c'est le bon Dieu qui est responsable, quoi. On lui fait porter le chapeau, quoi. C'est fantastique. Alors là, bah, vous avez Donc, tout. il peut pas répondre. Voilà. Non, mais vous avez toute la panoplie, par exemple. Alors, de ce côté-là, moi, je suis un peu physicien généraliste, donc j'ai réfléchi à pas mal de trucs. C'est assez marrant d'ailleurs parce que j'ai mis des dossiers dans mon site, puis après les journalistes récupèrent ça, ils font des petites vidéos tranquilles, quoi. On ne peut pas me citer, moi je suis pas montrable, quoi. Bon, alors là-dedans il y a les armes sismiques. Et les armes sismiques, moi j'y crois dur comme fer, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire? Bah, disons, vous prenez un séisme par exemple. Hein. Alors, l'image la plus simple, c'est la faille transformante. La faille transformante, vous avez deux plaques comme ça qui tendent à coulisser l'une contre l'autre. Donc à ce moment-là, il y a une tension phénoménale qui s'exerce là-dessus. Puis qu'est-ce que c'est qu'un tremblement de terre? Bon, bah, c'est la faille qui glisse tout à coup comme ça. Hein. Bon, eh bien, cette faille, elle n'est pas lubrifiée, il y a une tension qui s'exerce. Et si on arrivait à déclencher ça, l'énergie à fournir, c'est exactement celle que vous développez pour appuyer sur l'étente d'un revolver. Si vous tirez avec un fusil de gros calibre sur un éléphant, vous allez le flinguer en développant une idée. Regarde le petit oiseau, c'est mignon. Ah non, ouais. Il vient écouter ce qu'on raconte. Hein. Bah oui, voilà. Oui, donc si vous pouvez, en développant une énergie ridicule, appuyer sur une détente et faire n'importe quoi. Mais encore faut-il atteindre le point où le tremblement de terre peut se déclencher. Alors là-dedans, ça c'est passionnant parce que je suis allé, en quelle année c'était? Dans les années 80, à un colloque à Boston, je crois, le MHD. Et là, j'ai rencontré des Russes et ils m'ont parlé d'un générateur de Pavlovsky. Et ce générateur de Pavlovsky, maintenant, vous le voyez en démonstration dans Internet. Vous savez, c'est cette espèce de générateur où il y a un camion avec un gros camembert derrière. Ça crache des flammes. Bon. Et ça, c'est de la MHD. C'est un générateur à auto-excitation à poudre. Donc à ce moment-là, il a un fonctionnement de brève durée, 6-7 secondes, 10 maximum. C'est une poudre qui est enrichie au césium, de manière à cracher un gaz fortement ionisé. Et puis ce jet passe dans un champ magnétique. Et ce champ magnétique, au départ, il n'est pas très fort, il est obtenu par une décharge de condensateur ou de batterie. Mais justement, ce qui se passe, c'est que le jet passe dans le champ magnétique, crée un courant, et le courant passe après dans la bobine. Donc c'est une auto-excitation. C'est-à-dire que la production de courant électrique augmente le champ magnétique. Et à ce moment-là, le champ magnétique va monter à 1 Tesla, 2 Tesla, 3 Tesla. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de camembert qui est une énorme bobine. Et c'est pas refroidi, parce que ça ne dure pas longtemps. Donc ce camembert, il y a un enroulement en cuivre, et ça ne veut plus de chaleur. En 7 secondes... Ça sert à quoi? Ça sert à produire une puissance électrique considérable pendant ces secondes-là. Avec un voltage qui a une certaine valeur, ça doit faire, je crois, 2 ou 3 000 volts. Mais alors, l'intérêt, c'est que dans ces camions, si vous regardez les photos, vous avez le générateur à l'arrière et vous avez un petit derrick. Vous voyez, le derrick, c'est le truc qu'on utilise pour faire des forages. Bon, ça, c'est pas des forages, c'est pas de la taille d'un puits de pétrole, mais c'est un derrick qui doit faire une dizaine de mètres de haut. Et avec ça, vous pouvez forer dans la terre avec une tige en acier de 5 cm de diamètre et atteindre une profondeur, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres, ce que vous voulez. Hein. Et à ce moment-là, si vous êtes à proximité d'une faille transformante et qu'à une profondeur donnée, qui peut même aller jusqu'à 1000 mètres, vous mettez vos tiges l'une ou les autres, vous avez une nappe phréatique. Ça conduit l'électricité, une nappe phréatique. Donc à ce moment-là, vous faites 2 forages. Vous êtes sûr qu'à cet endroit-là, parce que éventuellement le trépan est creux, quand vous voyez la flotte qui sort, il dit ça y est, là je suis bien. Hein. À ce moment-là, vous avez 2 électrodes qui sont dans l'eau. Et à ce moment-là, si vous leur mettez quelques milliers de volts et ensuite 15 mégawatts de puissance, vous allez vaporiser l'eau. Et à ce moment-là, la vapeur d'eau va faire vérin. Et à ce moment-là, vous pouvez soulever cette partie de roche
et obtenir un déclenchement du séisme. Ouais. Bon, ça a été repris, la machine SCI, il y a eu des vidéos là-dessus, mais ça, c'est ce que j'avais imaginé, je ne sais plus en quelle année, quoi. Mais bon, en plus, ce qui était marrant, c'est que les Russes m'avaient présenté ça comme une machine pour mesurer la conductivité électrique de la Terre pour prévenir les tremblements de terre. Parce qu'effectivement, quand il y a un tremblement de terre, vous savez, il y a un phénomène de piézoélectricité. Hein. C'est-à-dire que quand les matériaux sont soumis à des contraintes, ils n'ont pas les mêmes paramètres, donc à ce moment-là, si on n'a pas la même... Mais bon sang, vous ne mesurez pas la conductivité électrique de quelque chose avec des milliers d'ampères. C'est pas vrai. Hein, prenez votre Matrix, il ne vous sort pas 300 ampères pour mesurer. C'est pas un démarreur de bagnole. Quoi. Vous n'arrivez pas à démarrer votre voiture avec un Matrix. Donc là, déjà, ça va attirer un peu ma perplexité en disant qu'est-ce que c'est que cet ohmmètre qui est capable de cracher des mégawatts. Quoi. Mais en fait, c'était une machine à séisme, c'est tout. Donc l'arme sismique, bon. Alors l'arme sismique, il y a aussi, on crée des tornades ou pas, alors des ouragans? On peut. Mais comment? Regardez ce que vous racontez cet Américain dans cette vidéo, c'est une question de savoir-faire, quoi, c'est tout. Ne serait-ce qu'avec les lieux durs d'argent. Mais le problème avec ce genre d'armes, c'est qu'elles peuvent on maîtrise pas justement la climatologie, c'est une science qui est récente, donc ça peut se retourner contre soi, non? Ouais, mais si, comment dire, les gens qui savent vraiment bien maîtriser ce genre de choses-là, comment dire, ce type-là disait qu'il avait une maîtrise des choses qui fait qu'il pouvait faire un peu n'importe quoi à la demande, quoi. Et vous le croyez, ou est-ce qu'il y a vraiment scientifiquement des choses qui l'ont prouvé dans le passé? Vous savez, moi je fais du vol à voile, il y a quelques jours j'ai fait un vol de 4 heures avec un ami qui est météorologue. Hein, mais un vrai météorologue, c'est un type qui est drôlement calé, quoi. C'est-à-dire que quand on survole les montagnes, il dit là il se passe ci, là il se passe ça, il sait exactement quoi et quoi. Et ce monsieur-là, s'il avait de l'usure d'argent, il pourrait faire pleuvoir à tel endroit s'il avait envie, quoi. Ben oui, c'est tout. Et là, pour nous, le ciel est mystérieux, on a l'impression qu'on ne maîtrise pas tout ça. En fait, on sait quand même pas mal mesurer les choses. Oui, parce que finalement, on se dit que c'est un peu l'arme la plus terrible, puisque, comme vous le disiez, on met ça sur le dos de Dieu, et c'est un peu comme les anciens qui dansaient pour faire pleuvoir, en fait. Or là, on maîtriserait la nature jusque-là. Oui, et puis surtout, le truc, c'est pas vu, pas pris. La question, c'est la désinformation. C'est-à-dire qu'il est très important que les gens soient sceptiques face à une chose pareille. Parce que si vraiment il était prouvé que tel désastre ait été créé, ça la foutrait mal, quoi. Ah oui, c'est sûr qu'au niveau politique, c'est grosse conséquence. Grosse conséquence. Alors, homme bactériologique, vous avez, par exemple, l'histoire de Harpe. Alors, Harpe, c'est quand même très bizarre, parce qu'on a une région avec une surface assez considérable, et on a des générateurs de micro-ondes qui envoient leur énergie comme ça vers le ciel avec des puissances considérables et accrues. Hein. Et puis en plus, on n'a pas accès à ce truc-là, les doigts dans le nez, quoi. C'est quand même du secret défense. Alors, vous présentez ça comme une étude de l'ionosphère, il ne faut pas rigoler. Alors, quelle est la première application? La première application, elle n'est pas très compliquée. Vous avez différentes couches de l'atmosphère, et puis l'ionosphère, on l'appelle comme ça parce qu'elle est ionisée ou ionisable. Hein. Donc, à ce moment-là, si on utilise des fréquences, des hautes fréquences, qui permettent d'ioniser cette couche atmosphérique, hein, en envoyant cette énergie avec HARP, on peut accentuer l'ionisation, modifier une aire assez considérable, et surtout on peut moduler ça avec des très basses fréquences. Parce que la difficulté qu'on a, c'est de communiquer avec les sous-marins. Les sous-marins, ils sont dans l'eau. Et les fréquences radio, ça passe pas. Donc, pour pouvoir communiquer avec les sous-marins, il faut avoir des ondes de très 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 basse fréquence. Donc des antennes, a priori, énormes, qui font des kilomètres de long, quoi. Pas très discret, un truc comme ça. Maintenant, les Américains et d'autres pays se sont dit, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'atmosphère comme antenne. On va l'utiliser comme antenne. Donc à ce moment-là, on agit sur les hautes couches de l'atmosphère, puis hop, on fait résonner ça, et on fait varier l'ionisation, les paramètres électromagnétiques, ça fait antenne. Et à ce moment-là,
comme en plus c'est en altitude, ça va avoir une portée considérable. Donc on va pouvoir communiquer avec des sous-marins à 2-3 000 km de distance, quoi. Ensuite, c'est sûr que quand on fait ça, on se dit, ouais, j'aimerais bien pouvoir communiquer avec des sous-marins qui soient vraiment beaucoup plus loin que ça. Comment je vais faire à cause de la courbure de la Terre? Ah, il faudrait un miroir. Hein. Ce miroir, c'est pareil. Moi, j'avais deviné ça, disons, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et maintenant, on a un peu des documents qui nous montrent que c'est pas faux. Par exemple, vous prenez un pinceau qui balaye un écran de télévision. Donc vous avez un spot comme ça qui se balade sur une surface très très vite. Maintenant, on sait faire une chose, c'est utiliser 2 pinceaux de micro-ondes, les croiser à un endroit, et là, on a une action dans un volume relativement faible. Et ensuite, si on fait ça très très rapidement, on est capable de créer une couche ionisée qui soit un miroir. Et ce miroir va réfléchir le micro-ondes. Et on voit rien. Ce miroir, il est au-dessus de vous, vous voyez que dalle. Et à ce moment-là, si vous disposez d'un miroir qui est situé à 120 km d'altitude et que vous tirez à partir du sol, vous allez déjà pouvoir atteindre une distance considérable. Donc voilà des applications de HARP qui me paraissent fort probables, donc les télécommunications. Maintenant, on impute à cet objet diabolisé des tas de choses. Dès qu'il y a un tremblement de terre, c'est HARP, etc. Oui, c'est ça l'excès dans lequel on peut tomber. C'est la théorie du complot, justement. Vous savez, théorie du complot. Encore un mot. Disons que c'est de considérer que tout est complot et qu'il n'y a plus de tremblement de terre naturel. Certes, mais de quoi l'homme est-il capable à l'instant T? Moi, tout ce que je fais depuis 20 ans, je suis un complotiste professionnel. Ce qui est bizarre, c'est que ce que je raconte, souvent, c'est vrai. Hein. Alors, c'est vrai que quelquefois, on se dit, tiens, j'imagine un truc. Par exemple, ce que je vais vous raconter tout à l'heure, à propos de Biarritz, moi, je suis revenu sonner ce colloque, parce qu'il y a une différence entre une présomption et une preuve. Quand on est confronté à une chose, disant, j'avais vu juste et c'est vrai, ben, on se sent mal, c'est tout. Et là, donc... à propos de HARP et des incidences que ça pourrait avoir sur les couches profondes, j'avoue que je suis perplexe. Parce que il s'agit d'énergies qui ne sont pas considérables, mais qui peuvent se prolonger pendant très longtemps. Alors, effectivement, quand vous prenez l'arme sismique russe, là, c'est 10 secondes. Et 10 secondes parce qu'on ne peut pas faire plus. Parce qu'on a une fusée qui ne peut pas brûler éternellement. C'est pas possible, un générateur comme ça, ça ne peut marcher que pendant un temps fini, parce que si on voulait faire plus, il faudrait refroidir la bobine avec de l'eau de manière considérable, et puis on ne sait pas faire marcher un propulseur, une fusée à 3000 degrés comme ça en permanence, quoi. Parce que vous savez, dans la fusée à poudre, ce qui se passe, c'est que c'est la poudre elle-même qui protège la virole. La virole, c'est le corps de la fusée. Par exemple, quand vous prenez les propulseurs à poudre de la navette, c'est des gros machins de, je sais pas, 3-4 mètres de diamètre qui font X mètres de haut. Et à l'intérieur, vous avez des blocs de poudre qui sont collés et qui forment finalement un seul bloc de poudre. Et à l'intérieur, vous avez un canal étoilé. Pourquoi un canal étoilé? Parce que ce canal étoilé, il représente une certaine surface de combustion. Et en brûlant, eh bien, les arêtes de ce canal vont s'éroder, et grâce à ça, on arrive à avoir une surface de combustion à peu près constante. Donc une pression, puisque c'est directement lié. Moi je sais, je travaille là-dedans, je connais ça par cœur. Alors le truc, c'est que les viroles de ces fusées, mais ça fait pas grand-chose, ça fait 2 millimètres et demi ou un truc comme ça. C'est juste fait pour tenir la pression, ça n'a aucune tenue thermique. Donc ce qui protège l'enveloppe métallique de la chaleur infernale de 3000 degrés qui règne à l'intérieur, c'est la poudre. Alors à ce moment-là, il ne faut pas que la combustion aille jusqu'à la paroi. Ce qui fait que ces fusées, elles ont, on avait parlé de ça tout à l'heure, ce qu'on appelle une chapelle, c'est-à-dire un diaphragme qui à ce moment-là fait 1 mètre de diamètre, qui s'ouvre, qui éteint la fusée, et après, boum, on largue les propulseurs de navette. Au bout de, je crois que ça dure 7 secondes, c'est très rapide cette combustion. Hein. Donc là, c'est pas envisageable d'avoir une fusée à poudre qui marche pendant un quart d'heure. Pas possible. On ne peut pas la réalimenter comme ça. Donc, ce genre d'arme antisismique, c'est une injection puissante d'énergie pendant très peu de temps. Maintenant, HARP se pose un autre problème, c'est qu'on peut faire ça pendant 1 semaine si on veut.
Ouais. Donc à ce moment-là, si on a une capacité d'injecter de l'énergie dans des couches profondes, parce qu'à ce moment-là, l'atmosphère terrestre devient perméable, tous les espoirs sont permis, quoi. On peut atteindre une couche aquifère à 500 mètres de profondeur et la chauffer. Et au lieu de la chauffer brutalement avec des 10 000 ampères, on peut très bien donner une énergie assez faible pendant très longtemps. Et à ce moment-là, tous les espoirs sont permis, quoi. Mais par exemple, qu'est-ce que ça pourrait... Toujours pareil, le soulèvement le déclenchement d'un séisme. Parce que, pour prendre un exemple concret, là, je ne sais pas si vous êtes penché sur la question, mais est-ce que moi j'ai lu, sur Internet notamment, que Katrina pourrait être au départ un ouragan que les Américains voulaient déclencher pour Cuba, sur Cuba, et que ça se serait retourné... C'est possible. C'est possible, et il est possible également qu'on puisse agir sur des ouragans à partir de satellites, à partir de choses comme ça. Mais ça, vous voyez, la question fondamentale, c'est toujours pareil, c'est où commence le complotisme? Où commence la théorie du complot? Hein? Vous-même, il y a des choses que vous n'arrivez pas à franchir, parce que vous dites non, c'est pas possible, vous avez fait des vidéos, vous vous arrêtez à dire non, non. Moi, je vous dis... j'aimerais bien me tromper. On va peut-être s'en arrêter là pour cette série, à moins que vous vouliez développer d'autres points que... Alors, pour les armes, sur les armes. Il y a encore, bien sûr, il y a encore le gros morceau. Donc, si vous voulez, on avait parlé des armes sismiques, des armes météorologiques. Il y a aussi une autre façon d'agir, c'est à partir de l'espace et à partir de HAARP en particulier, c'est à partir de micro-ondes. Actuellement, nous avons des téléphones portables qui ont des fréquences qui sont de plus en plus élevées, et on peut très bien les configurer de manière à ce qu'ils servent de porteuses pour des ondes de plus basse fréquence et agir sur le cerveau. Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre téléphone portable, celui que vous achetez. Voilà, c'est peut-être l'instrument... On est dans la science-fiction, on est dans les... En fait, on peut se demander si ça existe, la science-fiction. Et si les films épouvantables qu'on voit, c'est pas simplement une préfiguration de notre futur, c'est terrifiant, quoi. On sait, il est relativement avéré que des séries comme X-Files ont permis de faire passer dans l'opinion publique un certain nombre de faits. Mais sous l'angle de la fiction, ça passe mieux, ça on le sait. Est-ce qu'il n'y a pas des séries aussi qui sont dans le même genre? Oui. Vous y croyez à X-Files Mais simplement, comment vous dire, la science-fiction, elle nous interpelle, comme pour employer un mot journalistique, là, et à ce point-là, ça amène à réfléchir. Et ça, moi, c'est un peu mon boulot de scientifique, de se dire, tiens, et si telle ou telle chose était possible, c'est tout. Bon, voilà. Et je crois que, par exemple, alors là, on va aborder ce morceau qui pour moi est important, c'est la Z-Machine. Hein? Alors, donc, tout à l'heure on parlait d'ITER, avec ses 100 millions de degrés, en fait 150 millions pour faire deutérium, puisqu'on a les essais anglais ont surtout été faits avec du deutérium, et peu avec du tritium. Pourquoi? Parce que le tritium, il contamine toutes les parois de carbone. Et, bon, on a fait croire aux gens que c'était deutérium, tritium, alors que c'était... Mais là, on n'a aucune capacité de monter en température. C'est 150 millions de degrés, c'est maximum, c'est fini. Bon. Et puis, tout d'un coup, apparaît en 2006 un article dans Physical Review Letters, écrit par mon vieux copain Malcolm Hines, que j'ai revu au mois de juin, avec qui j'ai fait les 400 coups quand on était jeunes et chercheurs. Et l'article... Vous le connaissiez comment, juste pour qu'on comprenne un peu votre relation? Quand on s'occupait de générateurs MHD, et Heinz, comme moi, est toujours à la fois théoricien et expérimentateur sur l'instabilité de Velikov. Voilà. Donc, on était... En France ou aux États-Unis? Lui, il est en Angleterre. Lui, c'est Imperial College, et tout ça. Et puis j'ai des souvenirs très agréables parce qu'on a vraiment fait des bonnes blagues ensemble dans les colloques quand on se retrouvait, c'était rigolo. Vous savez, c'est assez marrant parce que je parle pas des Français qui sont assez pisse-froids, mais quand je rencontrais les Russes, ils me disaient « Jean-Pierre, tu as la guitare ?»« Oui. »« On a balalaïka, ce soir, fête !» C'était extraordinaire. Bon, voilà. Donc il y avait des gens qui s'amusaient bien dans les colloques et d'autres qui étaient plutôt un peu constipés, quoi. Bon. Enfin bref, voilà tout d'un coup Malcolm qui font cet article qui se termine par Over 2 billion degrees.
plus de 2 milliards de degrés. Oh, et ça apparaît dans Futura Science. Il y a une photo tout le monde reproduit, personne ne comprend, vous l'avez déjà vu. Hein. C'est une espèce de surface liquide avec plein d'étincelles partout. Hein. Bon. Et ça, c'est la Z-Machine en fonctionnement, quoi. Et en fait, cet article est passé un peu inaperçu. Moi, je l'ai téléchargé, j'ai même payé pour ça. Parce que c'était Physical Regulator, il fallait mettre sa carte de crédit. Alors je dis non, ça vaut le coup, paf. Je me suis commandé les 6 pages de l'article. J'ai commencé à le dépiauter. Et j'ai trouvé ce truc-là absolument extraordinaire. Je me suis dit, là, il y a vraiment une percée fantastique. Et ça a été suivi d'une désinformation considérable. Et j'ai reçu, il y a quelques jours, un message de Malcolm, suite au colloque de Biarritz. Il m'a dit, mais comment se fait-il que Jonas, qui était le responsable de Z-Machine, m'ait filé les résultats expérimentaux de 2004 analysés, si justement il y avait des implications militaires? Il aurait dû foutre un secret défense énorme là-dessus. J'ai répondu, sans Malcolm, il n'y a pas cru, c'est tout. Il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru. Alors, comment ce truc-là s'est-il passé? C'est assez rigolo parce que, encore une fois, j'ai été mêlé à ça. Donc, il faut revenir à 1976. 1976, Sciences & Vie décide de me payer un beau voyage aux États-Unis. À l'époque, je n'étais pas encore escominier, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution américaine. Hein. Et ils me disent, où est-ce que vous voulez aller? Et à ce moment-là, j'ai choisi des points de chute qui sont Sandia, technologie militaire, Laurence Livermont, laboratorie, etc. Des trucs vraiment très ciblés. Pourquoi? Ce serait une autre histoire, mais disons que j'avais des informations qui faisaient que je savais ce qui s'y passait. Voilà. Mais non, n'en dirons pas plus. Très bien. Ah, très bien. Bon, voilà. Ah, mais c'est quand même marrant de dire, bon, j'arrive et je trouve. Bon. Alors, je suis allé à Livermore, où je crois que j'ai déjà raconté ça, l'histoire des lasers de puissance, non? Ouais? Non? Oh, ça, mais si. Bah écoutez, Alstrom, le type qui avait travaillé là-dessus, une mécanique des fluides, disons que, bon, si je n'ai pas parlé de ça, on peut peut-être dire un mot, peut-être rapidement. Disons qu'à l'époque où j'étais là-dessus une mécanique des fluides, arrive un jour un Américain d'origine suédoise qui s'appelle Alstrom, si on l'a déjà dit, vous le couperez, et il venait pour travailler sur les lasers. Et en fait, il avait rencontré Valassi, qui était mon patron, qui est décédé maintenant. Et Alstrom avait eu une idée géniale, pour vous dire ce qui est. C'est que la puissance d'un laser, c'était pas l'énergie qu'on mettait dedans, c'était surtout la brièveté de la décharge. Alors, avant, on avait des lasers à gaz, comme des lasers à gaz carbonique, avec lesquels on faisait des mégawatts. Hein, parce que, vous savez ce que c'est qu'un laser? Prenez par exemple un banc d'école, comme ça, les gens montent sur le banc. Hein. Donc à ce moment-là, c'est comme les atomes que vous excitez. Et puis dans le laser, il y a un coup de sifflet, tout le monde saute en même temps. C'est pour ça que ça donne une impulsion tellement forte. C'est parce que quand il y a un atome qui saute, il déclenche l'autre. Cette onde parcourt et tout le monde se décharge en même temps, de cet état métastable, quoi. Donc là, dans les gaz, ça se produit, mais il y a un certain temps des excitations. Et ce temps était incroyablement plus court pour les solides. Et à ce moment-là, Alstrom s'est orienté vers une substance qui s'appelle le néodyme, qui est une terre rare, qui n'est pas si rare que ça, parce qu'on en produit des milliers de tonnes, mais on appelle ça une terre rare. Et l'objet était le verre dopé au néodyme. Alors le verre dopé au néodyme, vous direz, oh là, ça doit être un truc très sophistiqué. Pas du tout. Dès que vous avez des lunettes de soleil qui sont roses, c'est du verre au néodyme, c'est tout. Bon. Donc il y a très peu de néodyme dedans, ça lui donne cette couleur rosâtre, quoi. Ça sert à plein de choses, entre autres à ça. Et alors, Alstrom avait fait quelques pré-essais, quelques pré-calculs là-dedans, et il s'est dit, si cette idée-là est assez simple, si j'en parle, on va m'impliquer. Donc il a rencontré ce Français qui lui a dit, mais venez faire ça chez nous, nous sommes une grande famille, tout se passera très bien, etc., etc. Donc il est venu en France, devinez avec quoi? Avec des cendriers en verre dopé au néodyme. C'est la meilleure façon de l'avoir, quoi. Et c'est vrai que quand je suis allé à Berkeley, quand je suis allé à Livermore, le voir,
je suis passé par San Francisco et il y a encore à San Francisco un grand magasin de verrerie où on peut voir, c'est magnifique. Si vous avez un magasin de cendrier, vous verrez ces verres rosâtres qui sont teints au néodyme. Donc là, j'ai pu prévenir Alstom, je lui ai dit, mon pauvre vieux, vous êtes tombé de Karim dans Silla, ce type est informant, méfiez-vous-en comme de la peste et tout ça. Bon, je l'ai vraiment averti, c'est vrai que c'était un gros dingue, quoi. Bon. Et Alstom ayant été prévenu, a passé 2 ans chez nous à faire des essais sans aucun intérêt sur des lasers à gaz. Et il a fait en douce ses essais sur les lasers à néodyme sans que l'autre le sache. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle une recherche en perruque, quoi. C'est vrai que ça ne demandait pas beaucoup de place, ça se faisait sur une table, un truc comme ça. Vous savez, à l'époque, les lasers, c'était rien du tout. Hein. Et quand il est rentré en Amérique, il a publié ses travaux. Et à ce moment-là, immédiatement, il a été responsable des projets de laser de puissance. Et qu'est-ce qu'avait fait Alstom avec ce truc-là? Il a multiplié la puissance des lasers par 1 million. Ben oui, à terawatt, c'est 1 million de mégawatts. Hein. Et donc, il s'est trouvé à la tête du projet Cyclops, avec un seul laser. Comment c'était Janus avec 2. Normal. Et Shiva avec 24. Avec une multitude de bras, voilà. Donc, et alors c'était marrant parce que son laboratoire, c'était comme le Dr No, c'était un énorme parallélogramme noir, en vert fumé, sans aucune fenêtre et tout ça. Bon. Et quand Alstom est parti, qu'il a publié ça, j'entends encore Valency dans les couloirs disant « C'est Alstom, c'est un bandit !» Il s'était fait rouler complètement. Donc j'avais sauvé la mise à Alstom, ce qui fait que quand je suis arrivé à Livermore et que je l'ai rencontré, il m'a rendu l'appareil en me faisant visiter son labo. J'étais le premier Européen, peut-être même le premier non-américain à voir ce labo. Hein. Donc je suis rentré là-dedans et j'ai découvert des lasers d'1 terawatt. Le mot était totalement inconnu en Europe. Des lasers avec des blocs de verre qui faisaient 1 mètre de diamètre. Vous savez, il y avait un petit laser qui en excitait un plus gros, puis 100 mètres plus bas, il y avait un machin énorme comme ça. Alors, ce qui était marrant d'ailleurs, c'est que il fallait que ce labo soit d'une propreté extraordinaire. S'il y avait la moindre poussière à la surface du laser, les parois étaient inclinées à l'incidence de Brewster. Alors, on ne peut pas mettre les cylindres, ça doit être comme ça pour éviter la polarisation, la réflexion, etc. Bon, c'est des trucs d'optique. Mais s'il y avait une poussière, le bloc de verre était pulvérisé en petits cailloux comme ça. Et moi, je disais à Alstom, un saboteur arrive avec une mouche, dans une boîte d'allumettes, il la largue, elle va crotter sur le bloc de verre, le laser est en miettes. C'est vrai. Donc c'est un labo hyper propre. Donc j'ai visité ce truc-là. Donc voilà, cette histoire d'Alstom. Ensuite, dans ce voyage aux États-Unis, deuxième visite chez Jonas, Gérald Jonas, à Sandia. Sandia, vous voyez ce que c'est, Sandia, c'est le sanctuaire militaire par excellence. Ah, c'est vraiment la Mecque de l'armée, quoi. Ils sont vraiment juste à côté de l'R-51. Là. Et, Patagone, non? Quoi? Le Patagone, c'est ailleurs. Ah non, c'est ailleurs. Non, Sandia, c'est au Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique. Ouais, là, j'ai une anecdote que je résiste pas à l'idée de vous raconter, c'est qu'en visitant donc Livermore avant, j'ai visité plusieurs trucs, y compris un laboratoire où un type travaillait sur la fusion. Et il y avait un dispositif qu'il appelait les stores vénitiens, Venetian Blind. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était une façon de capter l'énergie des électrons pour faire ceci, cela, etc. Et moi, je lui parle de ça. Le type devient blême en me disant « Mais comment savez-vous une chose pareille ?» Je dis « C'est super secret. » Je dis « Moi, j'ai trouvé ça sur des photos dans le hall. » Alors, c'était marrant parce que Livermore est très grand. Il y a une entrée sud, une entrée nord. Donc, moi, j'étais rentré par l'autre entrée. Il y avait plein de trucs dans le hall. Et lui, il rangeait ça dans son coffre tous les soirs. Je dis, c'est pas possible. Donc, alors, il a pris sa voiture, on a traversé le centre, il a pu constater que ces trucs ultra secrets étaient affichés. C'est-à-dire que le pied gauche, c'est pas ce que fait la main droite. Donc, il y a un type qui lui a dit, c'est très secret, et l'autre, bon, simple détail, c'est rigolo.
Alors, simplement, en arrivant à Sandia, je suis reçu par Gerold Jonas et j'étais envoyé comme journaliste de Sciences et Vie. Et je savais que Jonas avait fabriqué une machine qui crachait des faisceaux d'électrons. Alors, à Livermore, on essayait de faire la fusion par laser. Et à Sandia, on essayait de faire la fusion par faisceau d'électrons. Et je discute avec Jonas, et là aussi, simple petite anecdote, à un moment, son collaborateur dit « Arrêtez, patron, ce type n'est pas journaliste !» C'est rigolo. Ah, je me posais des questions trop pertinentes, ça n'allait pas. Bon, voilà. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Jonas, qui était, à l'époque, il avait mon âge. Et qu'est-ce que c'était que cette machine? Ça avait la forme d'un grand camembert de 30 mètres de diamètre, avec des tas de condensateurs qui produisaient une décharge électrique très importante. Et puis ensuite, il y avait un truc avec de la flotte, avec de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que ça permet de compresser la décharge électrique, de passer d'une microseconde à un dixième, à 100 nanosecondes. Parce que les molécules d'eau tournent très rapidement et tout ça. Bon. Et donc, il avait ce système-là, et puis il essayait de focaliser ces faisceaux d'électrons. Je me rappelle à l'époque, il m'avait dit « Oh, on arrive à focaliser sur la taille d'un œuf de pigeon. » Mais c'était trop gros, quoi. Il n'y avait pas moyen de descendre en dessous. Alors, à cette époque-là, c'est comme pour Livermore, la fusion par laser l'année prochaine, la fusion par laser, enfin, à chaque fois, c'est comme le soleil en éprouvette, les violons et tout ça, on vous promet ceci. Vous savez qu'à Tort Supra, ils disent, nous, ça n'a jamais été fait pour faire la fusion, c'est pas vrai. Quand ils ont fait ça en 82, ils avaient le violon et ils vous disaient le soleil en éprouvette et tout ça, puis ça va marcher, c'est tout. Hein. Bon, parce que la puissance n'est pas élevée. Alors, que ce soit à Livermore ou à Sandia, ils ont rêvé à la fusion. Alors, moi, je suis allé là-bas en 76. Alors oui, 76, 86, 96, 20 ans s'écoulent. Au bout de 20 ans, les cheveux se mettent à grisonner, les appareils commencent à avoir des toiles d'araignée, ça va plus, personne ne croit plus à la fusion. Alors Jonas se dit, qu'est-ce que je vais foutre de mon bazar? Et il se dit, bon, bah, ça produit beaucoup de courant électrique pendant peu de temps. On va faire avec ça un compresseur MHD. Compresseur MHD, on prend un cylindre, 8 cm de diamètre, 5 cm de haut, on le connecte avec 2 électrodes et boum, on envoie cette décharge électrique de 18 millions d'ampères le long des génératifs du cylindre. Alors à ce moment-là, n'importe quel physicien qui connaît un peu la physique saura que le cylindre a tendance à s'écraser sur lui-même. Ça, vous l'aviez raconté. Déjà raconté. Et là, ça s'écrase pas bien, quoi. Et justement, en passant, grâce à l'idée de Smirnov à la cage à fil, que ça s'est concentré, que ça donnait... Et à ce moment-là, les 450 mg de fer ont donné un truc de la taille d'une mine de crayon, et les calculs indiquaient que ça devait dépasser 2 milliards de degrés. Jonas a dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je veux des mesures. Alors, vous vous rappelez, les mesures, ça se fait par élargissement de raies. Donc, on a des moyens de mesurer des fortes températures comme ça. Ils font les mesures, ça confirme le calcul. Alors, il y avait quand même quelque chose qui déconcertait Jonas, c'est pour ça qu'il n'y a pas cru. C'est parce que quand vous prenez ces tiges métalliques, vous les faites se percuter les unes contre les autres, elles arrivent à 600 km/s, hein, c'est rapide. Donc, à ce moment-là, il y a une certaine énergie, et puis là-dedans, ça émet des rayons X, il y a une espèce de puissance qui est émise, et quand on fait le calcul, ça émet 3 fois plus de puissance que cette énergie cinétique. Alors à ce moment-là, Jonas dit, il y a quelque chose qui ne va pas, là, ça produit plus d'énergie que ce qu'on y met. Donc l'énergie doit venir d'ailleurs. Alors évidemment, dans les blogs, les gens ont commencé à fantasmer en disant, c'est l'énergie du vide, c'est ceci. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai écrit il y a quelques jours à Malcolm. Jonas a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce qu'ils ne sont pas théoriciens là-bas. Hein. Jonas, Dinet, les autres, c'est des expérimentateurs. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Envoyez ça à Heinz, il va trouver le bug. Donc on lui a envoyé les trucs. Et Jonas s'attendait réellement à ce que Heinz dise, bon voilà ce qui se passe. Non, Heinz c'est un bon petit physicien, lui, pourquoi pas, des milliards de degrés, il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Donc il a compris pourquoi il y avait cet accroissement de température. Et il a expliqué ça. C'est un fin théoricien. Il n'y en a plus des mecs comme ça, c'est tout.
on est une espèce en voie de disparition, complètement. C'est-à-dire que maintenant, un théoricien, c'est un type qui fait des simulations sur ordinateur. Alors je peux vous garantir, dans ces trucs-là, l'ordinateur, il est complètement à côté de ses pompes. Hein. Il donne des trucs qui ne correspondent pas. Bon, voilà. Alors, Heinz a expliqué ça parce que à l'intérieur de ce cordon de plasma, il y avait des instabilités qui créaient des petits grumeaux d'un milliard d'ions et d'électrons. Et à ce moment-là, c'était une sorte de super effet Joule. Normalement, l'effet Joule n'avait aucune efficacité. On peut donner un petit détail comme ça. C'est que, qu'est-ce que c'est l'effet Joule? L'effet Joule, vous avez des électrons qui se baladent dans du cuivre, et puis ça vous brûle les doigts. Pourquoi? Parce que les électrons frappent les atomes de cuivre, ils les mettent à vibrer, puis la chaleur dans ce métal, c'est une énergie de vibration. Et pour ça, il faut qu'il y ait une collision entre les électrons et les atomes de cuivre. Or, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que lorsque les électrons entrent en collision avec ces ions, parce que l'ensemble est neutre, eh bien, ça dépend de la vitesse des électrons. Alors, ça va sans doute vous étonner, mais quand vous faites marcher un radiateur électrique, les électrons se baladent à quelques centimètres à la seconde. C'est très lent. Ah oui, c'est très curieux. Ça va pas très vite. Par contre, dans une Z-machine, c'est plutôt 20 km/s. Alors à ce moment-là, à des vitesses comme celle-là, les électrons passent à côté des ions tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de réagir. Donc à ce moment-là, on appelle ça une section efficace de collision. Ces cibles maigrissent. C'est un peu comme si vous essayez de jouer au billard et vous avez les boules de billard qui se transforment en grains de sable, quoi. Donc à ce moment-là, l'effet Joule ne fonctionne pas. Et pour arriver à une telle température, il faudrait 8 microsecondes. Or, ça chauffe en 2 nanosecondes, 2 milliardièmes, donc quelque chose qui ne colle pas. Donc Heinz a trouvé l'explication. Et pour lui, c'était un beau problème de physique qu'il a traité comme un bon universitaire. Et il a conclu, voilà pourquoi il y a tant de milliards de degrés. Et ce truc sort, c'est publié dans Physical Review Letters. Tout d'un coup, il y a des militaires qui voient ça, qui disent non, de Dieu, comment se fait-il que ce truc-là n'ait pas été mis sous le secret défense immédiatement? C'est comme ça que c'est passé. Alors après, Heinz s'est aperçu que... Attendez, pourquoi secret défense? Parce que... ah oui, effectivement. Pourquoi? Parce que, regardez, dans le Soleil, il y a 20 millions de degrés. Dans un tokamak, il y a 100-150 millions de degrés. Dans une bombe à hydrogène en train d'exploser, il y a 500 millions de degrés. Là, vous avez 3 milliards 700 millions. cette fois, la bombe à hydrogène. Ah oui, donc c'est la miniaturisation de la bombe, c'est ce que vous expliquiez. Ah oui, mais c'est surtout, surtout les très fortes températures qui permettent d'amorcer une bombache sans bomba. Ouais, pas mal. Hein, donc les bombes à fusion pure. Hein. Tout de suite, j'ai percuté là-dessus, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que quand vous prenez une Z-machine, ça fait 30 mètres de diamètre, vous vous dites, mais on ne peut pas mettre ça dans une bombe, c'est certain. Mais par contre, les Russes savent faire une chose, où ils sont vraiment les maîtres, ils savent faire des forts courants électriques avec des explosifs. Et ça, ils savent le faire depuis 1950. Et le champion là-dedans, c'est Andreï Sakharov. On parlera de lui tout à l'heure, justement, par rapport à son rapport avec le militaire, parce qu'il a été mouillé jusque-là, vous vous rappelez, c'est lui qui a inventé la bombache russe. Hein. Donc, à ce moment-là, les Russes savent fabriquer des forts courants avec des explosifs, et à ce moment-là, vous mélangez les deux, vous dites explosif, courant, compresseur, allumage, bombage, formidable. Ça fait une bombe, un truc comme ça. Donc, en 2006, moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Si vous allez sur mon site, vous en avez une tartine pas possible qui explique un peu tout ça avec les... Bon. Et réaction des militaires français, perplexité. En fait, ils ne comprennent pas bien. C'est assez marrant, ils continuent à pas très bien comprendre. Ouais. Non. À Gramma, ça passe pas, quoi. Alors, il y a un truc, c'est que les grandes découvertes scientifiques, c'est souvent dû au hasard. Et là, le hasard a fait qu'il y en a, si vous voulez, des générateurs qui produisent des dizaines de millions d'ampères, ça existe. Hein. Mais le problème, c'est de les produire en un dixième de microseconde, très vite. Et ça, il y en a, ça avait besoin de ça pour essayer de faire la fusion par laser, pour avoir des puissances considérables, pour avoir des térawatts, un truc comme ça. Des dizaines de térawatts plutôt même. Et c'est justement parce que cette décharge était très rapide que les choses ont fonctionné. Alors je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça, vous savez que dans un fil électrique, quand vous faites passer du courant alternatif, c'est au-dessus d'une certaine fréquence, c'est ce qu'on appelle un effet de peau, et le courant ne circule qu'à l'extérieur. Dans un effet de peau, il circule dans la peau du métal. Donc vous avez un fil de métal qui a la taille d'un cheveu, vous faites passer 70 000 ampères dedans, et comme ce temps de montée est de 100 nanosecondes,
d'un dixième de microseconde, à ce moment-là, ça se comporte comme un courant alternatif de 10 MHz et le passage du courant s'effectue à l'extérieur du fil. Donc à ce moment-là, le corps du fil reste métallique. Ça explique pourquoi ces fils ne se transforment pas immédiatement en plasma. C'est extrêmement important. Parce que si c'était en plasma, crac, le courant circule comme ça, c'est instable et ça ne marche pas. Donc là, ça a fonctionné. À cause du liner à fil de Smirnov, 2 à cause du fait que c'était 100 nanosecondes. Moi, j'ai tout de suite compris ça. Pas les Français. Eux, ils ont 800 nanosecondes, ils comprennent toujours pas pourquoi ça ne marche pas. C'est trop lent. C'est tout, il faut être plus rapide. Et c'est pas facile d'être rapide. Pour être rapide, il faut de l'eau. D'où la machine de Jonas, qui est une piscine, quoi. Et si vous regardez la machine russe Angara 5, là, c'est pas une piscine, c'est des gros bidons. Il faut de l'eau. Mais les Français, ils sont à sec. Donc, ça marche pas. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai vu un type à Biarritz qui m'a parlé de Grabar en disant oui, les Français ont songé à un moment à modifier leur machine, mais ça consiste pas à mettre de l'eau dans la pièce pour tout refaire. Moi, j'ai eu au téléphone le concepteur du Sphinx, qui est la Z-machine française, et je lui ai expliqué qu'il fallait tout refaire. Ça passait pas, quoi. Alors justement, vous êtes allé à Biarritz, il y a un colloque où M. Heinz est venu, et donc est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé là-bas? Bon, alors, avant Biarritz, moi j'avais compris un certain nombre de choses, j'avais conclu un certain nombre de choses, et tout ça, ça a été reçu avec le scepticisme le plus complet. Mais encore une fois, c'est comme pour ITER, j'ai pas pu être face aux contradicteurs. Hein, il y a des gens qui ont écrit des choses dans des revues, dans ceci, cela. Par exemple, j'ai fait une conférence à Polytechnique, à l'école de Polytechnique. Les élèves m'ont invité. J'ai invité les professeurs de l'X, qui sont professeurs dans les plasma chauds. Ils sont pas venus. C'était en quelle année, ça? Parce que c'était il y a longtemps ou pas? 2008. Oui, donc récemment. Oui, récemment, 2008. Non, ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Ça a été filmé. Et le truc, c'est que là, on parle science. Hein, je veux dire, il y a des arguments. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Bon, par exemple, ces gens-là ont raconté que les fortes températures mesurées correspondaient simplement à des points chauds particuliers et que le reste était froid. Enfin, les milliards de degrés, ça intéressait des tout petits machins. Ils n'ont rien compris. Vous savez, la pression, c'est des newtons par mètre carré, mais c'est aussi des watts par mètre cube, des joules par mètre cube. La pression, c'est une unité d'énergie par unité de volume. Donc, si vous avez des petits endroits à très haute pression, et autour, c'est la pression moyenne qui compte. Si la température moyenne, donc la pression n'était pas aussi élevée, le filament serait écrasé. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais dans ce dialogue-là, c'est imparable. Zut. Ah, bon, alors ils ne sont pas venus. Donc pas de dialogue, hein, c'est comme pour ITER. Je vous assure, moi je suis un peu agacé en tant que contribuable, quand je vois ce que ça va coûter, et en tant que citoyen français, de voir qu'on me dit vous n'aurez pas de face-à-face avec les gens d'ITER. Moi, ce commandant de sous-marin en second, là, moi je serais à sa place, je dirais, bon, bah écoutez, on me demande de conclure, il n'y a pas eu de débat. Donc je préfère rembourser les 38 € par heure, rendre mon tablier en disant demander à quelqu'un d'autre, je ne veux pas conclure quand il n'y a pas eu d'enquête. C'est comme si vous êtes dans un jury, dans un procès, il n'y a pas de procès. Ouais. Et on vous demande de conclure. Mais vous disiez que dans d'autres sujets, vous aviez eu les gens au téléphone quand même. Là, non, même pas. En privé, est-ce que vous avez eu des conversations malgré tout? Bah, privé, j'ai eu des conversations avec des gens, ils ont accepté de me parler, ils ne voulaient pas être impliqués. Si je les mouillais, ils diraient, j'ai jamais dit ça. Oui. Là, évidemment.